Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Maxwell GT Live pour ce soir un live avec un pilote très talentueux, un pilote qui a fait les 24 heures du Mans sur une LMP1, un pilote que Fabrice connaît très bien, qui va nous le présenter. Tout À à toi, fait, Fabrice. tout à fait. Salut Alban. Effectivement, un pilote, comme tu l'as dit, très talentueux. Alors, c'est un pilote qu'on voit rouler sous licence canadienne, donc on se dit c'est un pilote canadien. Non, non, il est bien né en France, dans la banlieue de Strasbourg. Et effectivement, Bruno, c'est un pilote que je connais très bien pour l'avoir côtoyé depuis son plus jeune âge, depuis ses débuts en karting. Et surtout, on a fait partie de la même équipe de kart et on se côtoie régulièrement. Lorsque je vais le voir, lorsque j'allais le voir au DTM, j'avais toujours le plaisir, il avait toujours le plaisir de m'accueillir avec lui dans le box. Et ben, la tradition, c'est de pouvoir donner un surnom, un pseudo à chacun de nos invités. Et là, c'est un pseudo, c'est quelque chose de plus personnel. En fait, Bruno, c'est le gazier. Alors pourquoi le gazier? C'est parce qu'on est une bande de potes. On met tous du gaz, on a tous voilà, grandi avec des gants, un baquet, un casque. Mais de nous tous, de toute la bande, c'est celui, on va dire, vraiment qui a le plus réussi, qui est devenu pilote professionnel. Et c'est vrai qu'entre nous, on s'appelle, voilà, on est les gaziers, on s'appelle comme ça. Et surtout, ben, c'est un pilote qui est bourré de talent. Champion de France de kart, dans toutes les catégories où il a roulé, ça a gagné, que ce soit en monoplace, en voiture fermée. Il vient de participer à ses premières 24 heures. C'était un rookie. Donc, on va avoir pas mal de choses à partager avec lui ce soir. Ce sera, je pense, comme tous les pilotes que l'on a accueillis, sans langue de bois. Et puis, ben, c'est avec énormément de plaisir qu'on accueille ce soir Bruno Spengler. Salut Bruno. Salut, merci pour l'accueil bien sympathique et chaleureux. Ça fait plaisir de te voir et de tous vous voir là. Ça va être sympa. Merci à toi surtout. Bon, Bruno, on va commencer des petites stats. 308 départs, 28 victoires, 28 podiums, 82 podiums, excuse-moi, et 27 pôles. Voilà, donc on cadre, hein. Attends, c'est On plus commence que par les... moi. C'est plus que moi. Allez, Bruno, question traditionnelle. Comment t'es venu la passion du sport auto? Alors, j'étais depuis tout petit, en fait. J'ai toujours, quand j'étais en voiture avec mes parents ou avec mon père assis à l'arrière, depuis que j'avais 5 ans, depuis que j'ai l'âge plus ou moins de parler, en fait, j'étais toujours passionné par les voitures. Alors, dès qu'on doublait des voitures, je reconnaissais la marque. Quand il y avait des modèles un peu différents d'une année à l'autre, je reconnaissais les différences sur les modèles. Quand mon père conduisait, je lui disais tout le temps, bon, bah, roule plus vite, dépasse. Je le poussais tout le temps pour qu'il dépasse, qu'il roule plus vite et qu'il y ait des sensations un peu fortes dans la voiture. J'étais même debout. Je me rappelle que j'étais petit, mes parents, ils avaient mis une barre derrière entre les deux sièges. Une barre en fer comme ça, avec de la mousse par-dessus. Et moi, j'étais debout et je m'accrochais à ça comme ça. Et je tenais ça et je leur donnais des ordres. Je disais, allez, roule, roule plus vite, comme ça. Et en fait, c'est parti de là. Après, au bout d'un moment, bon, bah, moi, j'ai fait plusieurs sports différents. Ma mère m'a fait essayer voilà, le foot, le rugby, le tennis, énormément de choses différentes petit. Mais quand j'ai goûté aux cartes, quand j'avais 9 ans et demi, il y avait que ça en fait dans ma tête et j'avais qu'une seule envie, c'était d'être dans le kart et de rouler quoi. Il y avait que ça, il y avait que ça. Donc Et comment t'es venu à goûter le kart? c'est mon père un jour qui m'a emmené à Big Time que Fabrice connaît très bien. Et la première fois que j'ai roulé là-bas, c'est ça, j'avais 9 ans et demi. Et là-bas, il y a Alain Ribagé qui, lui, était là-bas, qui était sur place le jour où j'ai roulé. Et je m'en rappelle très bien, j'ai fait quelques tours et après, il est venu nous voir et il nous a demandé si j'avais déjà roulé dans un karting ou dans une voiture ou n'importe. Et en fait, moi, j'avais jamais roulé, à part un peu en quad, mais voilà, c'est tout, quoi. Et, mais alors, quand on lui a demandé pourquoi il posait cette question, il disait parce qu'il sentait qu'il y avait déjà une certaine notion de la trajectoire, du freinage, etc. Et c'est comme ça. Et en fait, au début, c'est lui qui a beaucoup poussé mon père aussi pour qu'on se lance dans la course de karting. Et donc voilà, donc on a commencé fin 93 avec ma première course. Je m'en rappelle bien, il pleuvait des cordes. Et c'était à Peugeot-Mulhouse. Ah, Donc voilà, c'est comme ça que j'ai perdu une course là-bas, pas. Bruno,
Il y a- Ouais, je l'ai pas gagné celle-là, hein. C'était ma première. Est-ce qu'il y a un pilote qui t'a inspiré quand tu étais jeune? Ouais. Inspiré, je sais pas, mais en tout cas, j'étais un gros fan d'Alain Prost. J'aimais beaucoup Alain Prost. Et après, un petit peu plus tard, Michael Schumacher, pour moi, c'était un grand. Enfin, voilà, pour moi, Michael Schumacher, il est extraordinaire et restera toujours probablement le meilleur pilote de tous les temps. Et donc voilà, c'était vraiment des pilotes extraordinaires. Et la bataille Prost-Senna, j'ai bien compris avec mon père. C'était vraiment c'était quelque chose de beau à voir, quoi. J'adorais voir ça. En plus, a couru avec le frère à Michael Schumacher en DTM. J'ai couru avec Ralph, ouais, je le connais très bien, Ralph. Il est super sympa. Et, ouais, on était coéquipiers. Et on est encore en contact, on se parle des fois. Il est super sympa. Ouais. Et alors, est-ce que tu as pu rencontrer Michael? Je l'ai vu à l'époque quand j'étais chez Mercedes. Souvent, j'allais sur les Grands Prix de F1. Et donc, c'est là que je l'ai rencontré quand il était chez Mercedes. Donc là, je l'ai rencontré. Il était super accueillant, très sympathique. Je me rappelle, c'était au Grand Prix de Montréal. Et même entre deux séances d'essai, il n'avait pas le temps. Et on s'est assis ensemble 5 minutes. Et il y avait sa femme qui était là aussi. C'est des gens qui sont super sympas, très, très simples et très agréables à être avec. Et quand on voit tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, on ne peut que l'admirer, quoi. Et du coup, Bruno, tu avais fait dédicacer la photo que tu avais avec son auto de mémoire, ça devait être au Nürburgring ou. Tac, bonne mémoire. Ouais. J'ai une vieille photo. J'ai une vieille photo du Nürburgring. Alors l'année, attends, que je réfléchisse un peu. Je pense que 95. ça doit être, d'après moi, du 95, 94 ou 95, quelque chose comme ça. Ou non, 96. 96. C'était 96 parce que sa première année chez Ferrari, c'était 96. Et il était déjà chez Ferrari à cette époque-là, et c'était sa première année Ferrari. Donc c'est 96. Et c'était là au Nürburgring, j'ai fait une photo à côté de lui. Là, je me suis glissé en fait à côté de lui. Il était comme dans un petit espace fermé, comme ça. Moi, j'étais tout petit, je me suis faufilé à côté de lui et j'ai une photo avec lui. Ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, Bruno, ta carrière, tu l'as lancée en 99 quand tu commences le kart à haut niveau. Tu finis 5e du championnat de France élite à l'époque. Ensuite, tu embrayes sur le championnat de France Formule A, championnat du monde Formule A, où tu fais 16, et tu fais 3e du championnat nord-américain, si je ne m'abuse. Ça, c'était 99. Et après, en 2000, là, tu concrétises, champion de France élite. Au championnat d'Europe, tu fais 41 en FA et tu fais 25e du championnat du monde Formule C. Et 7e de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde aussi. Et j'ai encore le kart mag de l'année du titre, hein, et ouais. sur lequel je retombe régulièrement sur effectivement une année quand même en 2000 de folie avec des Duval, des Patrick Pilet, les Belges qui venaient également rouler avec Vroomen et tout ça. Donc quand même cette année-là, t'avais fait très fort, Bruno. Merci, ouais, c'était un super championnat, hein, comme tu l'as dit. On a fait des super circuits, c'était serré, il y avait du monde et effectivement, de temps en temps, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait en fait, il y avait des Belges qui venaient, ils faisaient pas toutes les courses, hein, ils faisaient de temps en temps on va dire, la moitié du championnat à peu près. Et donc eux, ils jouaient pas forcément le championnat, donc ils avaient rien à perdre, donc ils prenaient souvent des gros risques sur quelqu'un comme moi, par exemple, qui jouait le championnat. Et donc là, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait gérer ça et faire gaffe justement à ne pas se faire atomiser au premier virage ou dans les premiers tours par ces mecs-là qui sont super rapides et qui prenaient des gros risques sur nous qui jouons le championnat. Donc, ouais, c'était intéressant. Il y avait du niveau, c'était des bons souvenirs. D'ailleurs, le kart avec lequel j'ai gagné ce championnat, il est dans mon garage intact. Il n'a pas été touché. Donc, je pense que le piston, il est soudé dans le moteur. Toujours le Cosmique. Le Cosmique, ouais, c'est Cosmique, c'est le kart avec lequel j'ai fait la finale à Valence. Il n'a pas bougé. Le moteur, la couronne. Tu l'as sorti de la tente, il est allé chez toi, Maréchal s'est arrêté chez toi et te l'a déposé. C'est à peu près ça. On l'a ramené, je crois qu'on l'avait ramené directement. Ouais. Donc un beau souvenir pour toi, quoi. Ouais, excellent souvenir, ouais, c'est clair. C'est voilà. Donc quelque part tes années karting, tu les as bien appréciées.
Et ouais, beaucoup. Ouais. Alors, j'ai énormément appris. Et... Bon, le karting, c'est quand même une bonne école. Enfin, c'est une bonne école. Hein. C'est l'école de la... On a quelqu'un pour toi, Bruno. Donc, Bruno, justement, il nous faut des invités mystères. Et ben, Vincent, qui vient de nous rejoindre sur le live ce soir, je vais d'abord présenter Vincent dans les grandes lignes. Hein. Donc, Vincent, pour ceux qui ont suivi le dernier live avec Franck Montagny, Franck parlait de la personne qu'il avait encadrée. Donc, c'est effectivement Vincent qui est avec nous ce soir. Vincent a collaboré également avec un de nos anciens invités qui est Didier André. Donc, c'est lui qui a vraiment contribué à l'éclosion d'un certain nombre de pilotes. Et dans la famille des Franck, c'est également lui qui a contribué au titre mondial de Franck Pereira en 99. Et Vincent a également collaboré et a participé avec toi, Bruno, à ton ascension. Parce que lorsqu'on parle d'un pilote, on peut parler de l'entourage, on peut parler de l'équipe. Ton titre de champion de France sans maréchal, tu l'aurais peut-être pas gagné. Mais il y a des choses peut-être que tu as développées avec Vincent et d'où l'intervention de Vincent. Alors, certes, par rapport on va dire, au coach actuel, il n'est pas BPGEPS, il n'est pas DEGEPS, il n'est pas je ne sais trop quoi. Par contre, c'est quelqu'un qui a certains fondamentaux qui ont servi à de nombreux pilotes, dont toi. Et souvent, un pilote, on ne le voit que par ses résultats, mais derrière, il y a tout un tas de travail. Et ce travail ne se fait pas forcément seul. Il y a l'équipe, il y a les partenaires, et parfois, il y a une personne qui encadre. Et cette personne-là, c'est Vincent. Donc, salut Vincent, et merci d'avoir accepté de participer à ce live avec Bruno pour que vous nous racontiez le passage karting monoplace et comment on passe d'un Cosmic à une Formule Renault chez Graf Racing dans la Dream Team et comment on va chercher des victoires. Tu nous entends, Vincent ? Peut-être qu'il nous a coupé. Oui, tu n'as pas coupé le micro, non? Absolument pas, bonsoir. C'est marqué haut-parleur désactivé chez Vincent. Ah, attendez, je regarde. Alors, Deux petits instants. Donc, Bruno, est-ce que tu peux nous raconter Meuble Bruno, fais un petit numéro de ton claquette. passage karting monoplace. Donc, quand même, tu t'engages avec l'équipe référence en 2001, donc avec Graf Racing de chez Jean-Philippe Grand. Le Graf vient de gagner le championnat de FR avec Renaud Derlot. Et toi, tu arrives avec un pilote clairement confiant, enfin, en lice pour le titre, c'est Eric Salignon. Et toi, tu arrives, t'es jeune rookie chez Graf, au milieu de, je crois, de mémoire, vous étiez 5 ou 6 pilotes dans l'équipe. C'est ça. Déjà, il y a une grosse période d'adaptation à faire, hein, parce qu'une monoplace, ça se conduit pas du tout comme un karting. Hein. Déjà, il y a toute l'inertie du poids qu'on n'a pas en karting. Un karting, c'est très réactif. Et quand moi, j'ai fait 7 ans de karting, donc l'arrivée en monoplace, les essais on a fait quelques essais en hiver, mais finalement, le nombre de tours que j'ai eu avant de démarrer la saison était quand même assez restreint par rapport à quelqu'un qui avait déjà une saison dans les pattes. Donc, il faut s'adapter assez vite à quelque chose qui est quand même très différent de ce que j'avais l'habitude de piloter, dans plusieurs conditions différentes, que ce soit pluie, sec. Donc, le début en monoplace est très important. Et c'est sûr qu'avec Vincent, on se connaissait déjà très bien du karting. Et donc, pour moi, c'était important parce que, on va dire, c'est toujours important, même aujourd'hui encore, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui a un œil, un regard extérieur, un bon regard extérieur, qui sait de quoi il parle. Parce que, on va dire que tout est de plus en plus analysé par des ordinateurs, par de l'analyse théorique, on va dire. Hein. Mais c'est important aujourd'hui pour nous, les pilotes, et puis pour moi aussi, d'avoir quelqu'un qui a un bon œil extérieur, capable d'analyser, de regarder différentes choses que moi, je ne peux pas voir ou pas forcément sentir. Et donc c'est quelque chose qui peut nous apporter énormément en tant que pilote. Et à l'époque, on va dire dans la transition entre le karting et la Formule Renault, justement, qui était un nouveau monde pour moi, là, c'était vraiment très important et clé
d'avoir quelqu'un comme Vincent qui était capable, qui connaissait tous les trucs, qui était capable d'aller se poster dans certains virages pour faire une analyse, encore une fois, extérieure et très bonne, pour justement m'aider à progresser plus vite. Donc voilà, ça c'est un aspect qui est très important, avec l'aspect aussi préparation physique qui est très important aussi. Comme un pilote, aujourd'hui, être juste pilote, ça sert plus à rien. Il faut être très bien préparé physiquement, très bien préparé mentalement, il faut savoir travailler sur soi dans tous les moments possibles. On n'a jamais fini d'apprendre. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, à l'époque vraiment de la transition, c'était super important d'avoir Vincent qui a vraiment aidé à une progression beaucoup plus rapide que ce qu'elle n'aurait été sans doute. C'est ce qui t'a permis de te mettre sur les bons rails directs, quoi. Bah oui, c'est sûr. Après, il y a une période d'adaptation feeling. Hein. Je veux dire, il faut. C'est sûr c'est très important de se faire guider avec un œil extérieur, mais après, tant que nous, en tant que pilote, on ne ressent pas les choses, il faut quand même accumuler des tours. Après, chaque pilote s'adapte un petit peu différemment, mais le feeling pilote est quand même très important dans le développement. D'accord, ça c'est vrai. Je crois qu'on a récupéré Vincent, il me semble, non ? Ouais, vous m'entendez là ? Ouais, bonjour, bienvenue Vincent. Enfin, Vincent. On a juste un petit peu d'écho. Peut-être un micro. On t'écoute Vincent, tu peux y aller. Hein. Ben non, moi je vous écoute. Hein, je suis tout oui. Vous m'entendez là ? Ouais, on t'entend. C'est compliqué, ouais. Et bon, ben oui, moi j'ai participé effectivement à la création du. Voilà. Moi j'ai des retours terribles chez moi. Ouais, excusez-nous les gars, là il faut juste qu'on revoie ça au niveau de l'écho, parce que là il y a un gros problème. Il faut couper des micros, il faut juste laisser 2 micros ouverts d'après moi. Normalement on devrait être mieux. Est-ce que tu peux réessayer de... Ouais, est-ce que là c'est bon comme ça ? Ah, c'est là Parfait. Ouais, Ouais. c'est bon. Pour moi, c'est Voilà, bon comme ça. excusez-nous pour cette gêne. Voilà, on est tout bon, allez, on reprend. Alors Vincent, on a invité Bruno et on lui faisait la surprise, donc on voulait savoir comment toi tu as drivé, coaché Bruno pour le faire accéder aux échelons supérieurs. Moi, je dirais tout simplement que je l'ai fait se révéler. En fait, en chacun de soi, effectivement, on a des possibilités, un potentiel. Il faut trouver sa voie et comment l'utiliser. Et en fait, quand Bruno dit effectivement, très important d'avoir un regard extérieur, et effectivement, avoir un regard détaché, c'est l'importance pour ne pas apporter de jugement, mais apporter effectivement un soutien et une vision la plus comment dire, juste, réaliste. Ouais, la plus juste. Et en fait, auquel j'ai bossé, effectivement, c'est ce que je leur ai apporté. Et Bruno, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui le motivé, c'était lui parce qu'il est toujours à la recherche de la performance. Et encore aujourd'hui, malgré son âge. Je suis plus jeune que toi. Alors, et c'est important. Et moi, je l'ai connu, il était gamin. Et effectivement, il était déjà en demande de savoir, il était en demande d'objectivité. Et il voulait avancer, il était motivé. Et il a réuni les gens autour de lui pour le faire avancer. Et c'est sa force encore aujourd'hui. Et c'est sa volonté de bien faire. Moi, j'ai une question, justement, j'en profite. Vous qui l'avez aidé justement à progresser, vous avez vu Bruno progresser, sur quel aspect, peu importe lequel,
il a progressé le plus entre voilà, sa jeunesse, on va dire, et aujourd'hui, jusqu'au 24 heures du Mans 2020? Sur quoi il a progressé le plus, vous pensez? Moi, je dirais que, enfin, pour avoir travaillé avec lui dernièrement, ça serait le détachement. Le détachement, c'est ne pas se mettre de pression pour réussir l'objectif. D'accord. C'est se détacher de cet objectif-là pour exister et pour être le meilleur. Très bien. Parce que sous la pression, effectivement, on ne réagit pas toujours avec une grande objectivité. On perd ses moyens parfois, oui. Ses moyens, Enfin, une partie de ses moyens, oui. Souvent, on perd ses moyens, oui. Donc dernièrement, pour moi, c'est le détachement, c'est quelque chose sur lequel il a fait pas mal de boulot. Très bien, merci. Toi, tu as eu le diamant brut. Est-ce qu'il t'a fallu longtemps pour façonner et sortir un Bruno Spengler en bon et en dur? Moi, je suis un appointeur, en fait. L'homme, il est là, le pilote, il est là, le travail, il est là. Moi, je suis juste là pour rediriger dans les moments d'égarement, pour essayer de cadrer. Moi, je vais être celui qui pose le cadre dans lequel on bosse. Pourquoi on est là? C'est définir les objectifs et se tenir à quoi on s'est fixé. L'intérêt est là, en fait. Donc, en fait, il s'est façonné tout seul. J'ai juste aidé à suivre la direction que lui avait envie de prendre. Et c'est lui qui décide. Et donc, Vincent, si on revient un peu en arrière sur la pré-grille à Magny-Cours en Eurocup Formule Renault, où on va dire il y a eu un coup de poker qui a été tenté avec des pneus. Ouais. Et à ce moment-là, voilà. Qui prend la décision? C'était toi, Bruno, qui prend la décision de faire un pari pneu ou Bon, après, ce genre de choses, bon, alors aujourd'hui, ça se réfléchit un petit peu plus, mais à l'époque, je devais avoir, je sais pas, j'avais 18 ans. C'était ma première année de Formule Renault. Donc, c'était quelque chose, on t'en parle avant avec l'équipe, avec Vincent, on en avait parlé aussi. Mais bon, c'est une discussion. De toute façon, avant la course, tu sais pas trop, enfin, pas sûr que la piste, elle va être juste entre les deux pour mettre les slicks ou mettre les pluies. Tu fais juste évoquer les situations. Ça se peut qu'on se retrouve sur la pré-grille. Par exemple, je donne un exemple. Ça se peut qu'on se retrouve sur la pré-grille et qu'il faille mettre les pluies ou qu'il faille mettre les slicks ou qu'il faille prendre une décision. Et donc, ça s'était plus ou moins arrêté là avant le tour de reconnaissance, en fait. Et la décision, finalement, elle s'est faite après le tour de reconnaissance, où j'ai fait quelques virages et j'ai vu, bon, bah là, s'il y a un risque à prendre, c'est maintenant, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu secs. Je partais, je crois, 20e ou 21e, je me rappelle plus. J'ai eu un crash en qualif sous la pluie. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah allez, on va faire les slicks, quoi. Et puis, ça s'est décidé. C'est des décisions qui se prennent en quelques dixièmes de seconde sur la grille de départ, comme ça. C'est un feeling, ça vient d'un feeling, mais ça se prépare un petit peu avant aussi. Hein. C'est des discussions qui sont faites avant. On en avait parlé avant, comme dit, avec Vincent, aussi avec l'équipe. Et puis voilà. Après, quand je l'ai dit, je me rappelle qu'il y en a certains qui n'étaient pas tout à fait pour, il y en a d'autres qui étaient pour. Et voilà, moi, j'ai pris la décision sur la grille. Je me suis dit, allez, on y va, c'est parti. Et puis c'était la bonne, quoi. C'est sûr que c'est toujours des moments intéressants. Moi, j'aime bien ce genre de moments sur la grille. D'ailleurs, on a eu un moment comme ça aussi l'année dernière à Misano en DTM, Vincent. On a eu un moment comme ça un peu sur la grille. Et voilà. Et comme il dit Vincent, enfin moi, ce que je trouve aussi dans la force de Vincent, c'est que il est très fort à savoir répondre à une question ou à un besoin. Mais il va jamais, c'est ça qui me plaît beaucoup, il va jamais aller forcer quelque chose chez moi, il va jamais aller me pousser dans une direction.
C'est toujours moi qui vais finalement aller dans la direction dans laquelle j'ai envie. Et si j'ai besoin d'une discussion ou si j'ai besoin d'un avis extérieur sur une trajectoire ou sur quelque chose qu'il a vu pendant les séances d'essai, etc., là, je vais aller vers lui et je vais lui demander. Et donc là, c'était pareil, c'était intéressant parce que sur la grille, moi, je me rappelle bien, je voulais faire un truc particulier. Et Vincent, lui, il me regarde, il me fait « Ouais, si tu veux le faire, vas-y, mais moi, je ne suis pas tout à fait pour. » Et finalement, c'est moi qui ai décidé. Bon, il s'est avéré que c'était la mauvaise, je crois, la mauvaise décision. Mais bon, on ne peut pas toujours prendre les bonnes non plus. Hein. Et, il fallait beaucoup de chance ce jour-là, je me rappelle. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui est important aussi et intéressant, c'est que je pense que souvent aussi, il y a des coachs qui veulent imposer des choses à leurs sportifs ou à leurs pilotes ou en général. Hein. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie, en tout cas pas pour moi. Moi, comme Vincent, il a très bien décrit avant, bon, il me connaît super bien, donc forcément, il va bien le décrire. Mais comme il a décrit avant, ce qui est bien, c'est que j'ai la sensation que voilà, si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai une question à poser, je vais aller le chercher et je sais que j'aurai un avis extérieur. Et comme je suis toujours à la recherche de m'améliorer et de chercher la performance et tout ça, ça va être du bénéfice pour moi. Et si jamais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, tout simplement. C'est pour ça que c'est assez facile, c'est naturel et il n'y a pas 36 questions à se poser. Et voilà, c'est pas faire du gourou, quoi. C'est ça. Ouais. Non, puis moi, effectivement, Vincent, on s'est parlé un petit peu en off. Moi, c'est clair que tu représentais une forme de Dream Team à l'époque, aussi bien toi seul que toi avec Christian. C'est que vous n'avez rien laissé au détail. Et c'est justement aller chercher ces petits détails qui vont vraiment faire la différence, mais en utilisant les capacités des pilotes avec qui tu as collaboré, c'est-à-dire travailler sur les qualités et les défauts. Mais ça, ce qui peut marcher pour Bruno peut ne pas ou n'a pas pu marcher pour Franck Montagny ou Franck Pereira ou Didier André ou d'autres pilotes avec qui tu as collaboré. Et moi, c'est vraiment, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça que je souhaitais vraiment que tu interviennes. C'est pour les pilotes qui sont en kart ou qui sont en monoplace, qui viennent écouter le live. C'est également intéressant d'avoir l'avis à la fois d'un pilote et d'un coach et une relation qui, aujourd'hui, on refait l'histoire 20 ans après, quoi. Et cette histoire-là, Vincent, on aurait pu la refaire avec Didier André, avec Franck il y a une semaine. Voilà, c'est vraiment ça. Après, c'est dommage que tu aies quitté le milieu, mais c'est vraiment très intéressant. Et merci en tout cas de tous ces commentaires et tout ce que vous avez partagé. Et c'est l'envers du décor, quoi. C'est clair, hein, donc. Et l'importance aussi, peut-être, Vincent, là on est encore dans la monoplace, mais quel a été ton apport dans le potentiel de Bruno pour pouvoir se dire, j'intègre une filière constructeur, j'intègre Mercedes Junior Team, Formule 3, avec Jamie Green, avec tout un tas de pilotes à l'époque on va appeler ça une académie, hein, mais qu'est-ce que tu as pu apporter à Bruno pour intégrer une carrière de pilote pro? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pilotes sont payants. Bruno, ça fait presque 18 ans que tu es pilote professionnel, pour ainsi dire. Quel a été ton apport, Vincent, Je vais répondre. Mais je vais revenir juste sur une chose, c'est le coaching en fait. Okay, on parle de coaching et je crois qu'aujourd'hui, et ça a toujours été, moi j'ai toujours fait du coaching participatif. Et il y a pas mal de coaching directif. Et en fait, on s'aperçoit que dans le directif, on n'utilise pas et on n'écoute pas. En fait, la force, elle vient d'où? Du centre. Le centre, c'est qui? C'est le pilote. Donc la force, il l'a en lui.
C'est à nous de la développer, c'est à nous de la trouver, c'est à nous de lui en faire prendre conscience. Notre rôle, c'est ça, en fait. Notre rôle, c'est pas de le pousser à mettre les pneus pluie sur la grille. Quand il dit finalement, c'est moi qui prends la décision, mais qui d'autre mieux que lui peut la prendre? Personne. Parce que le ressenti qu'il a sur les 2 tours, sur le tour de chauffe qu'il fait, il prend ses responsabilités. Et il a que 18 ans, mais il prend ses responsabilités. Et il ne s'en prendra qu'à lui s'il fait le mauvais choix. Donc on l'aide à décider, on l'aide à faire des choix, à avoir la réflexion qui va avec pour faire le bon choix. Quand il dit une décision, c'est une fraction de seconde, certes. Avant, il dit oui, mais avant, on a mesuré les paramètres, on a ouvert la discussion, mais on n'a pas dit qu'on allait mettre les pluies après le tour de chauffe. On a donné les cartes, et après les cartes, une fois que la visière est baissée, c'est le pilote qui les a. Oui. Hop, il a les cartes, c'est à lui de jouer. Voilà, nous, on passe la main. Oui, il se débrouille. S'il se trompe, il se trompe. Quand il gagne, il gagne. Quand il va dans les graviers, c'est lui qui va dans les graviers. C'est un peu un coup de poker qui était gagnant, celui-ci. Ouais, mais d'un point de vue extérieur, on parle bien d'un point de vue extérieur. Ouais, on en a fait plein d'autres des coups de poker. Il faut être audacieux. Il faut tenter. Il est 20 sur la grille. S'il ne tente pas ce jour-là quelque chose de différent, bah, il fera comme les autres. Et il fera comme tout le monde. Donc ce jour-là, il avait effectivement la possibilité de tirer le joker et de dire si ça fonctionne, bah, c'est tout bon pour moi. Et si ça ne fonctionne pas, je suis 20. Allez, je vais doubler 1, 2, 3, 4, 5, un petit crash devant, 2 mecs qui sortent. Je fais combien? 8? Ouais, super course. Non, la course, on l'a fait pour la gagner. Hein. On l'a fait pas pour faire 8e. Donc ça, c'est le premier point de vue sur le coaching. Et le deuxième, pour en revenir sur qu'est-ce que j'ai fait pour lui pour qu'il arrive là, moi j'ai toujours été bienveillant, et ça c'est important, et les opportunités d'une carrière, et il y en a, quand elles se présentent, il faut les prendre. Et quand on a 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et la fougue de la jeunesse, et on croit que, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a la possibilité d'avoir les pieds un petit peu plus sur terre et un retour d'expérience qui dit que bah, ça n'arrive pas toujours comme ça et qu'il faut faire attention. Et quand il y a une opportunité qui se présente, c'est pareil. C'est essayer d'aller la saisir et comment arriver à la saisir. Et est-ce qu'on en a envie? Voilà, c'est toujours aller chercher, c'est toujours être à l'écoute du pilote et c'est toujours qu'est-ce que lui il veut. Lui, il veut rencontrer telle personne, lui, il aimerait faire partie de tel team. Si c'est son souhait, effectivement, premier, eh bien, on va essayer de se donner les moyens d'arriver à ce qu'on décide, en fait. On décide que c'est ça, et si ça, c'est bien, ben, on va dans cette direction-là, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Sinon, ça serait trop facile. Mais on se donne un objectif. Et l'objectif, après, c'est les moyens. Et quels moyens on se donne pour y arriver. Et je ne parle pas de moyens financiers, je parle de moyens humains. Quelles sont nos ressources perso? Quelles sont nos ressources? Et voilà, c'est le travail en fait. C'est ça. Ouais, c'est ce que je pense que je lui ai apporté dans ces moments-là. Après, je ferai une parenthèse quand même parce que moi, j'ai toujours été impliqué, mais détaché. Impliqué, mais détaché. Il avait envie de gagner, j'avais envie de gagner au moins autant que lui. Et il y a une personne qui n'était pas détachée du tout dans l'équipe, c'était son père. Il n'était pas détaché et très impliqué aussi. Et le papa, il a fait quand même beaucoup de choses pour lui aussi. Et il a vu les opportunités, il a créé des opportunités. Il est sorti aussi des sentiers battus. Il s'est aussi, lui, donné les moyens de pouvoir essayer. Voilà. Alors, en faisant peut-être pas comme tout le monde, évidemment,
Mais non, en faisant comme lui, il pensait que c'était bien de faire pour Bruno. Ça, ça a été quand même on a eu des points de vue, on a eu des désaccords, on était toujours, pas toujours d'accord. Et c'est pas grave, justement, c'est ce qui fait la force dans une équipe, c'est que tout le monde n'est pas d'accord et chacun a son point de vue. Et après, c'est de tirer le meilleur de chacun. Je pense que, voilà, Bruno, il a tiré le meilleur de moi-même, Bruno, il a tiré le meilleur de son père. En fait, Fabrice, tu le connais bien. Tu le connais Bah oui, bien. moi, Et tu te c'est souviens, vrai que en minime cadet, quand il me faisait la mécanique, il s'occupait de moi, il passait des soirées à travailler sur le kart et tout, en minime. Et moi, je me rappelle, papa, on avait fait une course au Canada, et lui, sa force, c'était de mettre de l'essence avec la cigarette au bec. Il était très fort pour ça. Donc, il mettait l'essence, je me souviens, il met l'essence dans le réservoir, il a sa cigarette, il bricolait, il referme le réservoir un petit peu, pas complètement le réservoir, mais moi, je n'ai pas fait attention. Et je pars, et dans le tour de chauffe, j'ai de l'essence partout sur les genoux. En fait, il avait mal refermé le réservoir. Bon, ça, c'est juste une petite blague à part, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous écoute là. Ça doit le faire rire. Moi, j'ai des super souvenirs aussi avec mon père parce que, comme Vincent, il a super bien dit, il a toujours, et en fait, il a toujours tout fait pour que je réussisse. Et récemment, il n'y a pas si longtemps, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus la notion de tous les risques qu'il a pris et toutes les choses qu'il a fait pour moi quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup plus cette notion-là qu'à 17 ans, à 16 ans, on ne s'en rend pas vraiment compte de tous les risques qui sont pris par les personnes qui nous entourent. Et les personnes les plus proches, c'était mes parents. Et donc, on ne s'en rend pas compte du tout. Et récemment, je me rappelle avoir dit à mon père, je dis, mais à l'époque, tous les risques que tu as pris financiers, comment tu as fait pour faire ça? Parce que tu ne pouvais jamais savoir si ça allait aboutir ou pas. Et il m'a répondu comme ça, du tac au tac. Il m'a dit, tu sais, j'ai toujours su que ça allait marcher. Et franchement, en voyant tout ce que ça peut engendrer comme risque et comme coût, etc., ça touche quand on entend ça. Parce que je sais qu'il a pris des risques énormes. Et comme il dit Vincent, on n'est pas toujours en accord. Et moi, je n'est pas toujours en accord aujourd'hui encore. On discute beaucoup avec mon père. De temps en temps, on est en gros désaccord. Mais bon, c'est comme ça. Et comme il dit Vincent, c'est ça qui fait la force d'une équipe. Et je sais il est clair que je dois énormément à mes parents pour tous les risques qu'ils ont pris pour moi. Et sans eux, je ne serais jamais arrivé à ça aujourd'hui. Mais comme c'est vrai que la force d'une équipe, c'est la discussion. La force d'une équipe, c'est l'ouverture de tout le monde. On n'est pas d'accord, on a des avis complètement différents. Et c'est ça qui fait vibrer. Et c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, moi, sur la force de Vincent, moi, je suis revenu vers Vincent. On s'était un petit pas perdu de vue, mais on avait arrêté de travailler ensemble pendant quelques années. Après la Formule 3, on avait fait une année de DTM. Et puis après, voilà, j'ai beaucoup d'engagement. Et puis, j'arrivais dans un monde complètement différent. J'étais pilote professionnel. Donc, on avait un petit peu arrêté de travailler ensemble. J'ai fait plusieurs années de DTM. Et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien continuer de travailler sur ma performance. Et je suis retourné vers Vincent et je dis, Vincent, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retravailler ensemble? Parce qu'il y a des points sur lesquels j'aimerais bosser. J'aimerais avoir un avis neutre, comme tu as toujours fait, et être un petit peu guidé de l'extérieur, pouvoir justement me développer, continuer de me développer. Parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de quelque chose de différent pour pouvoir continuer de me développer. C'est pour ça que je suis retourné vers Vincent, pour qu'on redémarre une collaboration. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en début d'interview, c'est qu'aujourd'hui, la course automobile, c'est très derrière les ordinateurs, c'est très dans l'analyse de la télémétrie. Il y a de moins en moins de gens qui vont voir sur le circuit pour tout simplement voir la réaction des voitures, les trajectoires, etc. Donc, pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse tout simplement, si je dis, écoute, ce virage-là, j'aimerais bien l'essayer différemment, est-ce qu'il y a éventuellement une solution où je pourrais peut-être gagner un demi-dixième? Voilà, j'avais besoin de ça et que je n'avais pas. Et Vincent, pour moi, c'est la personne plus qu'idéale parce qu'il a une expérience énorme et il a une analyse très, très forte de la course.
Et quelque part, tu reviens toujours sur l'aspect humain, hein, Bruno. Ouais, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Ouais. Parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus vers les ordinateurs, il y a moins en moins de communication entre les gens et l'aspect humain est très important, c'est clair. Pour moi, une équipe qui fonctionne bien, c'est avec des gens qui savent communiquer entre eux et qui vont dans la même direction. C'est très important. Tout à fait. Et donc, la rencontre avec Toto Wolff, du coup, c'est qui est rencontré Oh, ça, c'est une longue histoire. Enfin, c'est une longue histoire, non, mais comment ça a commencé? Si je me rappelle bien, on avait un essai au Hungaroring, Formule Renault aussi. On a testé chez Lechner. Je sais pas, tu connais l'équipe Lechner, c'est sûr? Ouais. C'est lui qui nous avait parlé de Toto, en fait. C'est lui qui nous a présenté Toto. Walter Lechner. Comme ça que ça s'est fait. D'accord. Je prends la parole, là? Ouais, allô? Oh, t'écoutes, Vincent, vas-y. Non, en fait, voilà, ça c'est une opportunité de carrière qui a été développée par tout le monde. Tout le monde a son rôle à jouer dans cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'on part chez Lechner. Lechner, c'est une équipe allemande. Hein, c'est ça, Bruno? C'est tout à fait, ouais. Une équipe allemande. Et comme on fait l'Eurocup et que Bruno n'a jamais roulé là-bas, on se dit, son père dit peut-être que ça serait bien qu'on aille faire quelques tours de reconnaissance avant d'aller faire l'Eurocup, quoi. Et donc pas gâcher la course à dire j'ai perdu une séance à prendre le circuit. En étant rookie, c'était plutôt une bonne idée. On se déplace donc ensemble à l'autre bout de la terre. Et en voiture. En voiture, hein. Et du coup, ce jour-là, donc, Lechner nous fait rencontrer Toto. Et Toto est un pilote de Lechner occasionnel, qui se fait plaisir et qui est un très bon pilote. Et Lechner nous présente comme une personne intéressée par le sport automobile et prêt à peut-être investir dans le sport auto. Et il vient le jour où on était en train de tester, on le rencontre, on discute et on fait la rencontre comme une rencontre standard avec une personne qu'on ne connaît pas. Et on s'accorde en fait. On s'accorde dans nos valeurs, on s'accorde dans nos objectifs. Et c'est un garçon qui revient donc 2 semaines ou 3 semaines après voir la course. Et là, effectivement, au sein du Graf Racing, puisque là, c'était l'équipe de Bruno à ce moment-là. Et effectivement, c'est parti de là. Voilà. Chaque personne a pu effectivement toucher du doigt à ce personnage. Et effectivement, Bruno l'a séduit. On était en accord sur les valeurs, les objectifs et la façon de voir la course. Et du coup, il y a eu effectivement des discussions par la suite. Il y a eu une prise de contact, les connaissances. Et c'est parti où effectivement, lui, il avait des connexions. Il avait déjà quelques connexions. Et il a permis à Bruno, effectivement, via ses connexions, d'en profiter un petit peu. C'est parti comme ça. Et ça, c'est quand moi je dis à mes enfants le train, quand il passe, il faut sauter dedans. On a sauté tous dedans. Voilà. On a vu une opportunité, effectivement, qui était ce garçon-là, et qui était aussi un garçon bienveillant et qui avait envie de faire les grandes choses. Bon, il a réussi quand même. Ouais, non, mais voilà, lui aussi, c'est un garçon déterminé, et il savait où il voulait aller, et il savait peut-être pas comment exactement, mais il avait sûrement déjà décidé son chemin. D'accord. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Vincent, Avec plaisir. de tes commentaires experts et de tout ce que tu nous as fait partager avec Bruno et de ton vécu sport auto.
merci à toi d'avoir accepté ce petit live. Avec Et plaisir. puis, au plaisir de t'accueillir une prochaine fois si on accueille à nouveau un de tes anciens pilotes. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci Vincent, bonne soirée. Merci. Bonsoir, Vincent. Bonne soirée. Donc du coup, Bruno, après la Formule Renault, chez Graf, tu vas en championnat d'Allemagne. Finalement, qu'est-ce qui t'a fait apporter le déclic d'aller en Allemagne? Tu t'es dit en France, ça va être bouché et il faut que je me lance à l'international. Donc ça passe par l'Allemagne parce que l'Allemagne avait également une forte connotation sport mécanique et des constructeurs également à la recherche de jeunes talents. Qu'est-ce qui t'a fait passer le Rhin en face de Strasbourg? Ben, en fait, à l'époque, c'était, je me souviens à la fin du championnat de France, c'était aussi une des bonnes idées de mon père qui avait dit bah, maintenant on va aller essayer d'aller du côté de l'Allemagne. Parce que sans doute que le championnat allemand a peut-être plus d'opportunités. Et donc on a été voir des équipes du championnat d'Allemagne. Et c'est de là que c'est parti. J'ai fait un test pour le Genzer Motorsport, pour lequel j'ai roulé l'année après le Graf, en championnat d'Allemagne et en Eurocup. Et donc c'est parti de là. Et bon, on avait eu un bon feeling avec l'équipe aussi dès le départ. Et donc l'idée est partie comme ça. Et c'était une très bonne décision parce que effectivement, les opportunités à l'époque du côté allemand, je pense, c'était peut-être un petit peu meilleur. Et le niveau du championnat pour cette saison-là, en tout cas, était aussi sans doute un petit peu plus élevé que ce qu'il n'était en France pour 2002. Et ça, c'était un critère très important aussi d'être dans un championnat avec un niveau élevé. Et donc voilà. En plus, quelques courses de l'Eurocup et en même temps le championnat d'Amérique du Nord que j'ai gagné, le championnat France. Donc c'était un gros programme cette année-là, c'était un super programme. J'ai fait beaucoup de courses. Enfin, j'ai fait presque 30 courses. Et c'était une de mes saisons préférées d'ailleurs, parce que justement, il y avait beaucoup de courses. D'accord. Et donc après, là, on va dire, tu signes un contrat où tu intègres le junior team Mercedes. Voilà. Et là, je dirais que tu passes de la Formule Renault où tu es à 2 doigts du titre, tu montes en F3 Euro Series. Et là, tu intègres, je dirais, l'équipe référence qui était ASM, mais qui s'appelle maintenant ART Grand Prix, un Grand Prix de Fred Vasseur. Et là, finalement, tu montes dans l'auto, dans l'ex-auto d'Hamilton, quoi. Ouais, en fait, cette année-là, j'ai eu le test en fin d'année 2002 en Formule 3. Et le test s'est très bien passé. C'est là que j'ai été pris, donc j'étais pilote Mercedes Junior pour 2003. Donc chez ASM à l'époque, une super équipe d'ailleurs. Donc là, en début d'année, j'avais fait les essais à Dijon et j'ai eu un crash malheureusement à Dijon dans la dernière courbe avant qu'il fasse un gros dégagement, mais il y a un dégagement un petit peu plus gros. Donc si j'avais eu le même genre de crash, je pense que je serais sorti indemne aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait quasiment pas de dégagement. Donc j'ai tracé tout droit dans le mur. Et je me suis cassé la première lombaire et fait un tassement de la première lombaire en fait. Donc hôpital, 3 mois d'arrêt malheureusement et eu beaucoup de chance aussi dans mon malheur parce que la vertèbre avait un petit peu bougé. Si elle bougeait un petit peu plus, je pouvais sans doute plus marcher. Donc c'était une période un peu compliquée, mais j'ai eu beaucoup de soutien de Norbert Rauch à l'époque qui m'a carrément appelé à l'hôpital pour me soutenir et me dire voilà, écoute, t'inquiète pas parce que moi je me voyais déjà. Je me suis dit, bon, des pilotes de mon âge qui toquent à la porte, il doit y en avoir plein. Donc, si moi, je ne suis pas apte à rouler, il y en aura qui vont me remplacer, c'est sûr. Et ben lui, il m'a appelé à l'hôpital. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, ta place, on la garde au chaud. Dès que tu es en forme, tu reviens. Et donc, ça, c'était vraiment, vraiment très sympa de sa part. Et ça m'a donné, j'avais une grosse motivation pour revenir. Et aussi, j'avais un super kiné avec qui je travaille encore aujourd'hui physiquement. Pour ma préparation physique, qui s'appelle Stéphane Vouillot, qui lui est basé à Strasbourg, et lui a fait toute ma rééducation. Et normalement, les médecins m'avaient dit 6 mois d'arrêt. Et lui, il a réussi à réduire ma rééducation quasiment de 3 mois. Ouais, c'est ça, il a réduit ma rééducation. Je suis revenu au mois de juin au Mans. Non, je suis d'abord revenu au Norrisring
Et puis après, au Mans, la deuxième course, j'ai fait un podium tout de suite après 3 mois d'arrêt. Donc voilà, c'était une période compliquée, mais j'ai beaucoup appris pendant cette période-là. Et donc voilà, j'ai fait une demi-saison en fait chez ASM. Et après, je suis passé dans l'équipe Muke avec Robert Kubica comme coéquipier en 2004. Et là, on a une saison très compliquée. On avait des châssis, sans doute, on a découvert ça plus tard, mais qui étaient un petit peu trop anciens. Et donc, la saison était très compliquée pour nous deux. Je crois qu'on a fait un podium chacun cette saison-là. Et c'est tout ce qu'on a fait. C'était une saison, on va dire, en demi-teinte. Et finalement, à la fin de cette saison-là, j'ai eu un test en DTM, fin 2004, à Hockenheim. Je me rappelle, il faisait 2 degrés à peu près, au mois de novembre. Et le test est super bien passé. Au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de tours, j'étais dans les temps de Bernd Schneider, qui aujourd'hui est mon manager d'ailleurs. C'était la référence à l'époque. Ah oui. Qui aujourd'hui est mon manager. Donc voilà, et c'est suite à ce test-là que j'ai été pris pour faire ma première saison de DTM en tant que pilote professionnel en 2005. Et Bruno, tu étais en F3. Ton rêve à toi, c'était quoi? L'accession à la Formule 1, on va dire un peu plus supérieure, à la Formule supérieure, ou t'orienter directement sur le choix du super tourisme ou du grand tourisme? Plus voiture ou continuer sur monoplace? Parce que là, tu as donné un axe complètement différent à ta carrière. Ouais, en fait, le souci à l'époque de la Formule 3, c'est qu'en sortant de Formule 3, si on veut faire la filière Formule 1, il faut aller à l'époque, c'était le GP2. Et une saison de GP2, c'était plus d'1 million d'euros. C'était 1 million, je sais plus, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 5 dans une bonne équipe. Et c'est juste des moyens financiers qu'on n'avait pas. C'était impossible à réunir une somme pareille. Donc à la fin de la Formule 3, quand j'ai eu l'opportunité, parce que moi, en faisant les courses en Formule 3, on était toujours dans le cadre du DTM. Donc je voyais les voitures de DTM, je voyais les structures, je croisais les gens, et ça m'impressionnait quand même ce DTM, parce que c'était gros, on ne peut même pas appeler ça du super tourisme, c'était des voitures extraordinaires, c'était des prototypes habillés façon voiture de tourisme, avec beaucoup d'appui. Vous étiez enlevé de rideau des DTM, hein. C'est ça, beaucoup d'appui aérodynamique, des freins carbone, des voitures extraordinaires à conduire. Et donc, en tant que jeune pilote, c'est hyper intéressant. Donc, quand j'ai eu le test, on n'a pas hésité une seconde. Et je me rappelle, quand j'ai eu l'appel pour me dire que j'ai sauté au plafond parce que c'était une opportunité extraordinaire pour moi de pouvoir rentrer en DTM. Et en termes de pilotage, qu'est-ce qui est plus facile à piloter pour toi? C'est pas plus facile. Tu t'es très bien adapté à la voiture plus qu'à la monoplace, ou tu as eu un petit temps d'adaptation en disant c'est pas pareil ou Alors, quand on débute en DTM, pour faire un tour rapide, c'est très proche de la F3. Pour faire un tour rapide, le style de pilotage est quand même assez proche. Après, ce qui met un petit peu plus longtemps à apprendre, c'est la gestion des pneus, parce que c'est une voiture qui est assez lourde quand même, où il faut attaquer quand même beaucoup pour aller vite. Et donc la gestion des pneus, quand on est jeune et qu'on arrive de la F3, où on peut attaquer tous les tours parce qu'il y a tellement d'appui aérodynamique et très peu de puissance, et des pneus qui sont assez durs quand même, donc finalement les pneus ils souffrent pas tant que ça. Et ben c'est ça, c'est la gestion des pneus qui met le plus de temps à être appris en DTM. Et en termes de la balance et le setup, c'est pas le même aussi. Pardon? Vas-y Fabrice, excuse-moi. Également les freins, Bruno, parce que tu m'avais raconté effectivement que sur ce test-là, de nombreux pilotes qui avaient été testés avaient finalement fait des plats sur les pneus sur leur premier train, toi y compris, mais on va dire, tu avais fait un peu le dos rond pour pouvoir mieux exploiter le train de pneus neufs qui t'avait été confié après pour pouvoir enquiller des chronos. Ouais, bah c'est ça, les freins aussi, parce que c'est des freins carbone, hein, et donc quand on vient de la F3, on est habitué aux freins acier qui sont chauds tout de suite et mordent très bien, mais quand même moins qu'un frein carbone. Et le frein carbone, quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas comment les faire monter en température, on a vite fait de bloquer les roues et de faire des pneus carrés, ça c'est clair. Ouais, donc c'est une autre gestion, c'est ça, c'est plus difficile de s'adapter au niveau du freinage et de la balance aussi, parce que tu as une monoplace, enfin, tu pars d'une monoplace qui est assez légère, donc ça freine tout de suite, et là tu passes sur une voiture, une berline, on va dire, qui est un petit peu plus lourde, donc c'est peut-être aussi ce changement de frein qui en dépend, quoi. Et justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que ces berlines-là, elles sont plus lourdes, mais elles sont tellement bonnes en aérodynamique et les freins sont tellement costauds que finalement tu freines quasiment au même endroit qu'avec une F3. Et ça,
pour s'y habituer et savoir gérer ça, ça prend un petit peu de temps. Et à pas négliger la chaleur dans le cockpit. On a des températures qui vont à 45-50 degrés. D'accord. J'ai une petite question, Bruno, excuse-moi, Fabrice. C'est un lien avec le DTM, justement. Rapidement, hein, c'est un petit peu hors sujet, on va dire, par rapport aux données techniques que vous venez d'exprimer tous les deux, Alban et toi, Bruno. Emmanuel Guéné aimerait avoir ton avis sur l'avenir du DTM suite au départ d'Audi et à l'arrivée du GT3 l'an prochain. Aujourd'hui, j'en sais rien, en fait. Mais, Merci, Bruno. non, mais je plaisante. Alors, la direction du GT3, je pense qu'elle est bonne. Je pense que oui. Ça peut justement faire. Parce que les DTM, c'est des voitures qui sont, comme je disais avant, hein, c'est des prototypes habillés en voitures de tourisme. Donc, c'est des voitures qui sont finalement très chères au développement et très chères au fonctionnement, alors qu'une GT3, c'est plus abordable. Donc, je dirais, la raison pour laquelle je pense que la direction est bonne, c'est que ça peut attirer plus d'équipes, aussi des équipes privées, plus de constructeurs qui n'avaient peut-être pas envie ou qui n'avaient pas le budget pour faire le DTM et qui auraient le budget justement pour le faire en mode GT3+, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est une direction intéressante. Très bien. Okay. Sachant qu'une DTM est plus rapide qu'une GT Pro et GTM en WEC. Hein. Ah oui, une DTM, c'est à peu près... c'est pas compliqué. À Spa, les GTE Pro, ils tournaient en 2.16, si je me rappelle bien. 2.15. Peut-être un peu en dessous. Je me rappelle plus exactement, mais c'est entre 2.13 et 2.15, quelque chose comme ça. Et les DTM tournaient en 2.05. Donc, c'est presque 10 secondes à Spa. C'est 7-8 secondes. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais regardé le week-end après le WEC, ou le week-end après, le week-end d'avant, il y avait le DTM et on voyait les différences autour qui étaient assez espacées. Ouais. Bruno, on va parler de ton expérience DTM. On va la séparer en deux parce que ta première expérience, on va dire, elle est avec la marque à l'étoile, où tu as continué effectivement avec Mercedes. Donc tu intègres le DTM la première année avec une voiture de génération précédente. Hein, donc il y avait effectivement des développements relativement libres à ce moment-là encore dans le DTM, où il y avait des voitures de l'année et à la fois des voitures de l'année d'avant. Toi, tu roules avec une voiture de l'année d'avant. Et pourtant, de temps en temps, tu fais un peu des tests sur la voiture de l'année. Tu rodais un peu les plaquettes, je m'en souviens, de Jean Alési. En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que ma première année, j'étais dans une ancienne voiture, c'est ça. Et de ce qui se passait plutôt vers la fin de l'année, on va dire, on faisait des essais aéros sur des aéroports. Et en même temps, il y avait effectivement de temps en temps des rodages de plaquettes et des choses comme ça. Mais on faisait des tests aéros sur des aéroports pour développer l'aérodynamique des voitures. Et donc, moi, souvent, j'allais sur ces aéroports. C'était des aéroports qui étaient en Allemagne, donc je pouvais me déplacer assez facilement en voiture pour y aller. Et donc, c'est ça, je passais pas mal de temps à faire du développement aéro, à faire des allers-retours sur un aéroport pour développer l'aéro de la voiture, en fait, pour l'année d'après. Et du coup, après ta première année, il y a quand même eu un peu des coups d'éclat. Du coup, tu changes d'équipe et là, tu as un équipier finlandais. Ouais. Tu intègres le Dream Team avec ton équipier qui est donc Mika. Donc Mika Hakkinen devient ton équipier et finalement Jean Alési récupère ton ancienne voiture. Donc là, du coup, les objectifs sont quand même revus à la hausse. Ça t'a fait quoi de bosser avec un mec comme Mika Hakkinen? Bon, déjà, c'était extra de rencontrer et de bosser avec des gens comme Jean Alési, Mika Hakkinen ou Bernd Schneider. Quand tu as 21 ans ou 20 ans et que tu arrives là, c'est génial, quoi. De dire, tu les regardais à la télé quand tu avais 10 ans ou 8 ans et aujourd'hui, c'était coéquipier, quoi. Donc, c'était très spécial. Et j'ai adoré Mika. Il est extraordinaire. C'est quelqu'un de trop sympathique, hyper sympathique. Hyper rapide aussi et c'était un plaisir d'être son coéquipier. Franchement, on a partagé une super année, c'était top. Donc ton expérience de marque à l'étoile, on va mettre ça dans une globalité, mais clairement tu as parfois mené des championnats, tu t'es, on va dire, pour des raisons politiques, sacrifié pour certains de tes équipiers
pour qu'ils accèdent à l'échelon supérieur. On pense à Paul Di Resta ou à Gary Paffett, pour qui, à un moment donné, t'as laissé passer et voilà. Et fin 2011, tu te dis, je quitte la marque à l'étoile pour aller chez les Bavarois de BM. Et là, tu arrives en 2012 avec on va dire un championnat redynamisé avec un peu un nouveau concept, avec quand même une symbiose entre les constructeurs. Mais surtout, 2012, ça a vraiment été ton année. Et tu arrives dans une nouvelle équipe, tu arrives chez Schnitzer. Et là, la tombale, on va dire, la bonbonne, elle est pour toi. En fait, ça faisait plusieurs années que je titillais le championnat. À chaque fois, j'ai fini 2 fois deuxième, 2 fois troisième. À chaque fois, j'avais des problèmes. Quand j'étais chez Mercedes, on aurait dû le gagner au moins 2 fois, mais il y a des moments où j'ai eu des problèmes mécaniques au mauvais moment et qui m'ont coûté des points, des gros points, quoi. Donc, ça faisait un moment que je le titillais et là, je suis arrivé chez BM et déjà, c'était hyper intéressant parce que pouvoir ramener mon expérience chez un constructeur comme BMW pour développer une voiture de DTM, c'était hyper intéressant pour moi. On a fait pas mal d'essais hivernaux pour la développer entre le mois de novembre 2011 et le début de la saison 2012. Ça, c'était hyper intéressant. Et au début, le but, c'était vraiment d'être là pour jouer des podiums, peut-être avoir une victoire ou 2. Mais vu que c'était la première année, gagner le championnat, ça ne faisait pas partie forcément des objectifs. Et finalement, on a vu qu'au bout de 2 courses, la voiture elle était très très rapide. On avait une très bonne performance avec cette M3 qui avait été super bien développée pendant l'hiver. Et on a vu qu'on remontait au championnat course après course parce qu'on avait perdu quelques points en début de saison. Et on remontait au championnat à toutes les courses. Et finalement, on a fini par gagner les 3 championnats, championnat pilote, constructeur, équipe, avec une personne extraordinaire aussi de Charlie Lam qui était le team chef de Schnitzer. Et toute son équipe, qui sont des gens vraiment super. D'ailleurs, ils sont aux 24 heures du Nürburgring ce week-end. Et c'est une équipe que j'apprécie énormément. Et donc, c'était une super saison, quoi. C'était terrible. De toute façon, de 2006 à 2012, on voit tes résultats, c'est 5, 4, 3, 3. Donc, oui, c'est sûr que tu tutoies vraiment le titre, là. Ouais, et puis 2006, je fais 2. 2007, je fais 2. Aussi. Tout à fait. 2010, 2011, je fais 3 et 3. Donc, c'était, je crois, 2011 ou 2010, ça s'est joué sur la dernière course. Enfin, c'était toujours très, très mouvementé et très intéressant, quoi. Et donc, tu gagnes le titre en 2012. Tu as droit, justement, à une BMW M3 édition noir mat Spengler. Ça fait quoi d'en voir une dans un garage ou dans la rue et tu te dis, punaise, c'est la mienne. Est-ce que tu en as dédicacé certaines? Ouais, j'en ai dédicacé quelques-unes et je me rappelle à l'époque quand j'ai su que BM allait faire ça. En fait, ils en ont fait 54 dans le monde. Il y en a 54 parce qu'à l'époque, avec la M3, BM avait remporté 54 courses de DTM. Donc, ils en ont fait 54. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais les yeux pleins d'eau parce que c'était... je sais pas, c'est difficile à décrire en fait. Il y a une voiture à ton nom, finalement, à tes couleurs sur le marché, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, la M3, c'était quand même, à l'époque, avec le V8 et tout, c'était un peu l'icône de BMW. C'est la voiture de rêve, quoi. Et donc, que ce soit ce modèle-là, à mes couleurs et tout, moi, elle est dans le garage en bas. Hein. Et c'est extra. À chaque fois que j'enlève la housse dessus, ça me fait sourire. Hein, j'adore ça. D'accord. Elle sort plus que le kart quand même. Elle sort plus que le kart. Le kart, il sort jamais. Bon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle a 900 kilomètres. Je l'ai eu en 2013. D'accord. C'est mon bijou. Et du coup, Bruno, en parallèle, on va dire, de ce programme course avec BM a également développé un concept autour de toi qui est le Drive Like Bruno. Est-ce que tu peux nous en parler également? Oui, bien sûr. Alors, c'est un concept qui a été développé par le sponsor majeur de ma voiture, qui est le BMW Bank, avec BMW ensemble. Et ils ont développé des événements. On a commencé à faire ça fin 2012, où ils invitaient des gens qui participaient à un questionnaire en ligne et quelques-uns qui sont tirés au sort.
à venir passer une journée complète avec moi sur un circuit. Cette journée complète, elle consistait à essayer les nouveaux modèles BMW, à faire des slaloms, à faire du drift, à faire des tours de circuit avec moi dans la voiture. Toutes ces choses-là, et à passer finalement la journée avec moi, à me poser toutes les questions qu'ils avaient envie de me poser. Et donc voilà, ça c'était le concept de la journée. C'était à peu près 100 personnes par jour. On faisait des semaines de lundi à jeudi avec 100 personnes par jour. Et c'était des événements qui étaient très très intéressants. Les gens ils ressortaient de là, ils étaient super contents. Et voilà. Donc ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble, je vous invite vraiment à aller sur YouTube et de chercher Drive Like Bruno. Et vous allez voir certaines vidéos qui sont assez fun, rock'n'roll. Ouais, il avait pas mal de caoutchouc, effectivement. Ouais. Donc c'est vrai que en 2012, tu gagnes le titre. Et après, effectivement, c'est plus compliqué. Tu changes également d'équipe. Tu passes de Schnitzer à MTech. De nouvelles arrivées également chez BMW. Une uniformité, une évolution du règlement. Finalement, qu'est-ce qui fait que jusqu'à fin d'année dernière, tu as eu moins de réussite? Alors peut-être hormis sur le circuit du Nürburgring qui est ton circuit, sur lequel tu as enchaîné quand même pas mal de victoires, que ce soit avec Mercedes ou avec BMW. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a manqué pour vraiment faire la différence? En fait, ce qui est compliqué dans une catégorie comme le DTM, c'est que c'est extrêmement serré. Et s'il y a quelques paramètres qui changent, genre par exemple des gens qui sont très importants sur une voiture de DTM, c'est l'ingénieur. Et moi, à partir de 2014, j'ai changé d'ingénieur tous les ans. J'ai eu un nouvel ingénieur tous les ans. J'ai pas eu de chance. J'en ai eu un avec lequel, c'était la première année que je faisais avec lui en 2015. Et là, j'étais meilleur BM. Bon, c'était une année où Audi avait sérieusement dominé quand même. Non, c'était Mercedes à l'époque. C'était Wehrlein qui avait gagné le championnat. Il avait été bien aidé par ses coéquipiers d'ailleurs pour la saison, dès la première course. Il lui avait offert pas mal de points. Mais finalement, c'était moi qui me battais avec lui pour le championnat. Nous, on était restés, BMW avait dit nous, on reste clean, on fait ce qu'on peut et on commence pas à faire des team orders. Donc, il n'y a eu aucun team order pour moi pour se battre pour le championnat. Donc, on a fait ça à la façon propre. Et donc, évidemment, c'était compliqué parce que Mercedes, ils faisaient tout pour faire gagner Wehrlein à l'époque. Donc, finalement, et en plus, ils avaient un petit avantage de performance cette année-là. Qui a fait que pour nous c'était compliqué de gagner le championnat. Mais finalement, je me battais avec lui pour gagner le championnat. J'avais un très très bon ingénieur aussi cette année-là. C'était la première année qu'on bossait ensemble, mais le courant est passé assez facilement, assez rapidement. Et malheureusement, il a changé de poste chez BMW l'année d'après et j'ai eu un autre ingénieur. Et à partir de cette année, donc 2016, un autre ingénieur, 2017, un autre ingénieur, 2018, j'ai gardé le même, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Et 2019, un nouveau. Et là, par contre, 2019, le courant passait de nouveau bien. J'étais très content dans l'équipe dans laquelle j'étais aussi. Mais par contre, pareil, c'était une année où Audi a vraiment dominé, un petit peu comme cette année, finalement. Mais ça s'était plutôt bien passé. On a plutôt fait une bonne saison. On a marqué des gros points. Moi, j'ai joué le championnat jusqu'à mi-championnat. J'étais dans les, on va dire, dans les meilleurs BM jusqu'à mi-championnat, quoi. Donc, pareil, pour une première année avec un jeune ingénieur, c'était plutôt positif. Donc, voilà, un petit peu, l'ingénieur est une personne qui est clé en DTM. Et si on n'a pas la constance, par exemple, je regardais mes coéquipiers autour de moi, eux, il y en avait par exemple, un Wittmann ou un Glock, ils avaient le même ingénieur pendant 4 ans d'affilée ou 5 ans d'affilée. Donc, quand on se connaît comme ça, ça vaut de l'or en DTM. D'accord. Et en parallèle, tu fais du GT, de l'endurance, GT Pro, également avec BM, et tu participes également au développement d'autres modèles de la marque. Ouais, ça m'est même déjà arrivé d'essayer des voitures de route. Par exemple, la M4, je l'avais essayé sur le Nordschleife avant qu'elle sorte. Donc ça, c'est très intéressant aussi. La nouvelle GT3, je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'à un moment donné, quand le programme se présentera d'essai, il y aura sans doute, dépendant un petit peu de mon programme à moi, je pense qu'il y aura un moment où je l'essayerai, cette voiture. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Avec le programme aux États-Unis, j'ai un programme assez chargé. Je suis toujours parti.
Mais bon, les voitures, la M8, je l'ai essayé assez tôt aussi. Donc, oui, il y a pas mal de développement qui est fait derrière aussi. C'est à partir de 2015 que tu. La Formule E. J'ai testé la Formule E. D'ailleurs, l'année dernière et cette année, j'étais pilote, troisième pilote et pilote d'essai pour l'écurie de Formule E de BMW. Et donc, je suis pour la nouvelle voiture de la saison 5. Je fais partie de ceux qui ont fait le plus de tours. J'ai fait pas mal de développement pour cette voiture-là avant le début de la saison 5. Et donc, j'étais très content de voir que dès les débuts de la saison 5, cette voiture, elle fonctionnait très bien. Parce que j'avais fait la plupart du développement pour. Donc, c'était d'ailleurs un moment très intéressant parce que le développement d'une Formule E est totalement différent d'une DTM ou d'une GT. En 2015, Bruno, c'est là que tu commences à diversifier, à bouger un peu plus. Ouais, c'est la première année où j'ai fait les 24 heures de Daytona. Ouais, t'as bougé en IMSA, t'as fait du blanc-pain aussi. 2015, avec Alex Zanardi, ouais, on a fait les 6 heures du Castellet et on a fait les 24 heures de Spa. Tout à fait. On a eu un problème moteur à 1 heure de la fin. C'était assez triste d'ailleurs parce qu'on aurait pu faire un podium. Il aurait été extra et ça m'a permis aussi de devenir ami et de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, la personne d'Alex Zanardi, que je salue bien aujourd'hui et j'espère qu'il sera remis de son accident le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'ai hâte de revoir. Et vous aviez la même voiture au niveau de l'organisation intérieure? On changeait le volant en fait. On changeait le volant? Quand on changeait de pilote, on changeait le volant. D'accord. Parce que lui, il accélérait, il freinait avec le volant. En fait, il accélérait avec le volant et il arrivait à freiner quand même avec sa prothèse. Ah ouais. Et il allait très, très vite comme ça. Je ne sais pas comment il faisait, mais il allait très très vite. Est-ce que c'est pas la même pression après sur le quand tu appuies? Non, non, il était très fort pour ça. C'était incroyable. Il arrivait à mettre 100 kg dans la pédale de frein juste en faisant un mouvement du bassin. Et 2016, Bruno, tu récidives toujours aux États-Unis. Et là, il y a un petit truc, faut que tu t'expliques, tu pars en Australie. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est 2016 ou 2017 ça? T'as fait 2016 l'Australie. Ok. Et ouais, ben en fait, nous on est pilote. Enfin, je suis pilote officiel d'usine BMW, donc quand BMW veut m'envoyer quelque part, j'y vais. Hein. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, on a une course en Australie, on a besoin que tu y ailles parce que c'est une course d'endurance, on a besoin d'un troisième pilote. Et donc ils m'ont dit, bah, c'est à Phillip Island. Et je dis, bah, ok, pas de problème, j'y vais. Et donc j'y suis allé, j'ai appris un super circuit qui est Phillip Island. Et je me rappelle, c'était galère parce que je suis allé là-bas. En fait, en plus, quand on m'a appelé, j'étais en Nouvelle-Calédonie parce que j'avais fait une présentation pour la nouvelle M2 en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est encore plus loin que l'Australie. Et donc, on m'a appelé pour me dire que 2 semaines plus tard, je devais retourner en Australie pour faire la course. Donc, je reviens de Nouvelle-Calédonie, là où j'avais passé 3 jours. Je fais 1 semaine ici, je retourne en Australie pour faire la course. Le dimanche soir, je repars de la course pour rentrer en Europe. Et le dimanche d'après, j'ai une course de DTM. Donc, je ne vous dis pas, je ne savais plus comment je m'appelais après ce périple-là. Mais bon, finalement, c'est des bons souvenirs et ça s'est bien passé. Et c'était hyper intéressant. Malheureusement, on a crevé un pneu pendant la course à Phillip Island. Sinon, on aurait sans doute fait un podium, voire gagné. Mais bon, c'est comme ça. Et comment tu te prépares pour les courses d'endurance? Parce que tu as fait que des courses sprint. Et là, tu te retraces sur une nouvelle carrière en endurance. C'est peut-être pas du tout la même préparation aussi. J'ai pas changé grand-chose sur ma préparation parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'endurance, je fais beaucoup de jogging, du vélo, un petit peu de muscu. Donc, dans l'ensemble, je suis très bien préparé. Donc, j'ai pas vraiment changé ma préparation. Et au point de vue pilotage, parce que là, tu n'es plus sur du sprint. Donc là, tu dois être un petit peu plus sur la réserve. Endurance, ça veut dire qu'il faut que tu économises les pneus et tout ce qui va avec. Ça doit être peut-être différent qu'un DTM. Oui, c'est différent, mais en fait, finalement, aujourd'hui, les courses d'endurance, c'est quasiment des courses d'endurance sprint. Hein. Par exemple, la dernière course qu'on a gagnée à Atlanta, là, c'était 6 heures, mais c'était 6 heures. On était 2 pilotes pour 6 heures, et c'était 6 heures à bloc, quoi. On a gagné la course avec 2 secondes et demie d'avance sur le deuxième après 6 heures de course.
Donc, c'est quasiment des courses sprint. Il y a des moments où on temporise un peu, c'est sûr, on gère un peu les pneus, ci et ça, mais c'est quand même très éprouvant. C'est pas la même pression sur une course de 6 heures que sur un sprint DTM aussi. Bah, en fait, si, la pression est la même, c'est juste un peu différent parce que dans l'approche, mais c'est un temps d'adaptation, mais moi j'étais toujours habitué à être seul dans la voiture et voilà, s'il y a un problème, si je fais une erreur ou quoi, c'est sur moi que ça retombe et voilà. Mais quand on est voilà, 3 pilotes ou 2 pilotes sur une voiture et que la course est longue et que chacun fait son petit chemin et il y a toute une grosse équipe derrière qui travaille pendant 12 heures, 24 heures, 10 heures, 6 heures pour qu'on gagne. Et ben la pression, finalement, elle est élevée parce qu'on se dit, voilà, on a fait 6 heures de course, on est en tête et on n'a pas du tout envie de mettre la voiture dans le mur à ce moment-là parce que ça déçoit pas que soi-même, ça déçoit tout un entourage. Et c'est pour ça que la pression est différente et il faut s'y adapter, il faut s'y faire et voilà. Et quand c'est comme ça, quand tu dis vous êtes à 2 ou à 3 sur la voiture, vous avez tous à peu près le même line-up, la même balance en setup. Ouais, bah on est obligé, hein. On ne peut pas changer les setups d'un pilote à l'autre pendant la course. Donc ce sont les autres qui vont se calquer sur toi ou c'est un mina-mina? Non, c'est un milieu. Il faut trouver le juste milieu. Mais moi, j'ai la chance. Ce qui est bien, c'est que j'ai un super coéquipier aux États-Unis et on a un style de pilotage différent, mais par contre, on aime plus ou moins les mêmes choses sur la voiture et ça, c'est super important. Ah, ça vous fait gagner du temps dans les réglages. Ouais, carrément. Ouais. Et justement, Bruno, oui, vas-y. Du coup, Bruno, qu'est-ce que tu préfères rouler dans tout ça? Parce que tu as fait le DTM, le GT3, le GT3 Pro. Ouais. Tu as roulé en Allemagne, enfin, pour le DTM, les 24 heures de Spa, l'IMSA, du VLN aussi. Finalement, c'est quoi le plus gros kiff dans tout ça? Parce que... Le plus gros kiff, c'est de gagner, peu importe où. Mais ça, c'est clair. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même diversifier un peu. C'est-à-dire que j'adore ce que je suis en train de faire en ce moment aux États-Unis parce que c'est du sprint un petit peu plus long finalement. Je suis dans une très bonne équipe, j'ai un très bon équipier, donc vraiment je m'éclate bien là-bas. Mais les années DTM étaient extraordinaires. Franchement, c'était des voitures à piloter, c'était le top. En plus, je pense que je peux dire que j'ai participé au DTM dans ses meilleures années. Je ne sais pas si ça redeviendra un jour comme ça l'était. Et puis, donc j'en suis super fier d'avoir fait 15 ans là. Je dirais, le kiff total, c'est de faire un petit peu de tout, un petit peu du sprint, faire de l'endurance, faire un peu un mix comme ça. Ça c'est top d'avoir l'opportunité de faire plusieurs choses. C'est hyper intéressant. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui t'amène à te dire, je vais tester une LMP1 et on va toquer, ou BikeOS est venu te chercher pour monter dans une LMP1 et faire rookie aux 24 heures. Rookie à 37 ans, c'est pas mal. En fait, ouais, c'est-à-dire que j'avais jamais fait les 24 heures du Mans. Et c'est un circuit quand même qui m'attirait et que c'est un événement extraordinaire, la plus grosse course d'endurance au monde. Donc c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Et donc quand l'opportunité s'est présentée avec BikeOS, j'ai sauté sur l'opportunité parce que je savais qu'on jouerait pas la gagne parce que c'est une équipe privée et que voilà, contre Toyota de toute façon on n'a aucune chance. Mais par contre, je savais que ça m'apporterait énormément en apprentissage. Apprendre le circuit, apprendre à piloter un prototype. J'ai aucune expérience dans des LMP. Donc pour moi, c'est ça qui m'a vraiment attiré, c'était de faire ça pour l'expérience et pour apprendre des choses. Et alors, quel est ton retour sur le proto? Alors, j'ai pris un peu cher pour mon premier week-end du Mans, franchement, parce que le jeudi, aux essais de nuit, j'ai eu un gros crash parce que à la sortie du virage tertre rouge, il y a des petits plots en caoutchouc. Et la voiture avant moi qui est passée avant moi l'a arraché et il est resté sur le vibreur, le plot en caoutchouc. Et moi, je suis sorti et de nuit, tu vois pas forcément. J'ai pris le plot en caoutchouc pile sous la voiture à genre 220, 230.
Et ces voitures qui sont tellement basses que j'ai décollé des 4 roues et j'ai tapé le mur et j'ai pris 25 G. Donc j'ai eu un gros crash. Donc là, ça a déjà commencé compliqué. Et après, pendant la course, j'ai perdu l'aileron arrière pendant mon deuxième relais et j'ai craché après le droit rapide après le Dunlop. Et la course s'est arrêtée là. Après, pour des raisons de sécurité, on a préféré arrêter pour pas que ça se reproduise. Donc l'expérience était riche en apprentissage, mais aussi riche en émotions. Et voilà, ouais, j'ai pas que. Voilà, c'était quand même intéressant quand j'y repense. Ça m'a appris énormément de choses et j'ai vraiment envie d'y retourner quoi, au Mans. Alors, nous, on a regardé la course en direct et je me demande toujours pourquoi tu as perdu ton aileron. Ah ouais. C'est lié à une touchette, c'est lié à un problème Non. technique? Ouais. J'ai pas Problème technique. cherché l'information. Ouais. C'est un problème technique. C'est pour ça qu'on Problème est technique. D'accord. Ouais. Et du coup, donc tu serais prêt à empiler pour une deuxième session, une deuxième saison 24 heures du Mans alors? Ouais, avec un aileron qui tient, ouais. Toujours pas de chez caoutchouc. Bicolès ou tu serais, si BM revient en GT, on te donne le choix entre Bicolès ou LMP ou BM en GT, tu prendrais quoi? Je sais pas. Je peux pas vous le dire aujourd'hui. Il faut voir quand les opportunités se présenteront. Et ça te tenterait de le faire en GT quand même pour voir? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais, Et tu penses que, on va dire, l'orientation du Mans avec des protos ou des LMDH, des LMP hybrides, ou alors des Le Mans hypercar, des LMH, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser BMW? Parce que tu as quand même touché un peu à de nombreuses technologies, à des autos fabuleuses, hein, que ce soit du GT3, du GT3, GT Pro, du DTM, tu as participé à la Formule I. Cette orientation de l'hybride, c'est maintenant ancré dans la marque BMW avec l'identification I encore plus. Est-ce que tu penses que l'orientation hybride des 24 heures du Mans pourrait intéresser BMW? Franchement, j'en sais rien. Aujourd'hui, il faudrait que tu leur demandes directement parce que, tu sais, c'est pas simple aujourd'hui de se projeter dans l'avenir avec l'avenir incertain, du coup, avec ce qui s'est passé, par exemple, ces derniers mois avec le Covid et tout ça. Se projeter dans l'avenir, c'est hyper compliqué. Que ce soit pour les constructeurs, que ce soit pour les pilotes, que ce soit pour les équipes. Personne ne peut vraiment se projeter. Donc, on prend au jour le jour, au course par course, et on espère que tout va bien se passer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de se projeter. Et la première fois que tu te vois arriver au Mans, ça a dû te faire un petit sentiment spécial là? Ah, les premiers tours, ouais. Les premiers tours avec la LMP1 sur le circuit du Mans, c'était extra. Il y avait des frissons partout, c'était hyper spécial. Ton virage préféré, Bruno? L'enchaînement préféré, je dirais, plutôt. J'aime bien. Alors, moi, j'aime bien après Dunlop, là. J'aime bien Dunlop, la descente, 4 rouges, tout ça. Les virages Porsche, c'est sympa aussi, mais avant de se sentir à l'aise là-dedans, ça prend des tours. D'accord. Ouais, il faut vraiment enchaîner des tours et j'aurais voulu en avoir un peu plus pour vraiment me sentir à l'aise dedans. Mais à première vue, comme ça, l'enchaînement avec le rapide tertre rouge à l'entrée des Hunaudières, c'est vraiment sympa. Oui. Et une dernière question. Allez, on en parle souvent dans les lives, c'est la gestion du trafic. Ça, c'est pas quelque chose qui t'a pas impressionné, c'est pas le terme, mais ça t'a gêné, ça a été facile à gérer pour toi? En fait, La gestion des GT, pour moi, c'est une grosse adaptation, ce point-là, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de rouler dans le GT, donc dans la voiture justement qui doit un peu regarder dans les rétros, faire la place au moment où il faut pour les LMP2. Et là, j'ai vu l'inverse en fait, et ça m'a appris aussi beaucoup pour le GT. Parce que voilà, c'est moi qui arrive super vite sur les GT. Donc ça m'a appris un peu où positionner la voiture. Donc ça m'en a appris aussi où une LMP en arrivant derrière moi quand je suis au GT risque de se positionner pour me dépasser. Donc maintenant je connais un petit peu les deux côtés et c'est hyper intéressant. Mais c'est sûr que ça, surtout de nuit, hein, quand on arrive à 330 et que la GT elle est à 290, la différence elle est assez énorme quand même. Ouais. Ah, t'as aimé rouler de nuit du coup? Ouais, bah, pareil. Ouais. Hein. Adapté, mais quand on est dans la forêt, là, dans la ligne droite des Hunaudières de nuit, c'est quelque chose. Hein.
Il y a Henri Pescarolo pendant que tu pilotais. Hein, Henri Pescarolo commentait la course sur Eurosport. On l'écoutait attentivement. On entendait Willy aussi dans nos oreilles, mais on avait surtout Henri Pescarolo. Et il disait que les phares d'aujourd'hui, qui sont maintenant blancs pour toutes les voitures, il disait que les LMP, par exemple, on y voyait comme en plein jour. C'est vrai ça ou pas? Ou quand même la nuit est quand même là et il faut Alors, la gérer la nuit parce que les couleurs changent. J'imagine que ta vue doit s'adapter. Enfin, c'est pas comme en plein jour. Alors j'imagine qu'il dit ça, mais c'est à tempérer bien sûr, mais tu vas ouais. nous en dire plus du coup. Ah non, mais c'est sûr que les lumières sont beaucoup plus évoluées qu'à l'époque qu'à l'époque dont il parle. Par contre, oui, on voit comme en plein jour, mais sur 10 mètres. Les 10 mètres devant la voiture, on voit très bien. Mais derrière ces 10 mètres, c'est un trou noir. Donc, c'est ça, il faut s'adapter. Ça éclaire un petit peu sur les côtés, mais pas tant que ça, finalement. Donc, quand on arrive dans un endroit où il n'y a pas d'éclairage extérieur et que tout est noir, ben voilà, les 10-15 mètres devant, c'est assez bien éclairé par les phares très puissants. Mais ça prend quand même beaucoup d'adaptation. Il faut beaucoup anticiper de nuit parce que justement, la vision de jour, on va voir jusqu'à 300-400 mètres devant nous. Hein, donc, on a l'habitude de regarder loin. Mais de nuit, ça s'arrête. Je veux dire, les phares, ils s'arrêtent une quinzaine, une vingtaine de mètres devant nous. Donc, c'est ça qu'il faut adapter. Il faut faire quelques tours pour rentrer dans le rythme comme ça. Et au niveau de la vue, t'es pas trop gêné avec les feux des autres voitures? En fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme voiture derrière nous. Parce que Voilà. les phares, ils se ressemblent un peu tous. Même les GT, ils ont des phares assez puissants aussi. Donc, c'est toujours compliqué de savoir si c'est une LMP2, une LMP1. Donc, c'est pour ça qu'on a l'aide de l'ingénieur un peu à la radio qui nous dit, voilà, derrière toi, t'as ci, t'as ça. Mais c'est sûr que dans les rétros, quand on est ébloui par les phares, là, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on a derrière. Et ouais, non, c'est compliqué à gérer. Et Bruno, là, cette année, Le Mans, il n'y avait pas de spectateurs. Tu es souvent aux États-Unis, en Allemagne aussi. Pour toi, quel est le meilleur public que tu aies pu connaître? C'est européen, américain? C'est dur à dire. Je dirais que le public des DTM, il était extraordinaire. Franchement, l'ambiance qu'il y avait là, c'était dingue. Jusqu'à 140 000 personnes au Norris Ring, les tribunes pleines à craquer, hallucinant. Les gens dans les tribunes qui crient, incroyable. Mais je retrouve un petit peu ça. Bon, là, évidemment, là, je peux pas dire parce qu'il n'y a personne, mais je retrouve ça à Daytona, par exemple. Hein. Il y a une ambiance dingue. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient voir la course. Les gens sont dans les paddocks. Ils ont des voitures miniatures à faire signer. Il y a une ambiance. En IMSA, il y a une grosse, grosse ambiance. Alors, je dirais que c'est comparable. C'est vraiment comparable à l'ambiance et aux fans du DTM. Est-ce que on va attaquer un peu l'e-sport parce que Monsieur Bruno Spangler est un crack en e-sport a priori. Donc du coup, tu as repéré Le Mans sur simulateur en jeu vidéo ou dans un vrai simu? J'en ai bouffé des tours chez moi là sur le avant d'y aller. Ouais, pas mal. J'en ai fait pas mal et le e-sport, ouais. Je m'y suis mis sérieusement, on va dire, au début du confinement. 42 courses quand même, t'as fait. Si tu le dis. Si tu le dis. 4 victoires, 10 podiums. Pardon? 4 victoires, 10 podiums. Ah ouais, oh, c'est bien. C'est bien. Mais je me suis bien éclaté. Franchement, j'ai renouvelé mon matériel au début du confinement. J'ai un super soutien de l'équipe BS Compétition pour laquelle je roule en fait en e-sport. Et grâce à eux, j'ai développé mon matériel. Ils m'ont installé un nouveau simu avec des nouveaux écrans et tout ça. Enfin, ils m'ont fait un engin de dingue. Et j'ai passé beaucoup d'heures là-dedans. Et je suis sûr que ça m'a fait progresser en tant que pilote. Est-ce que tu vois un avenir dans le e-sport, toi? Ouais, franchement, j'y vois un avenir. Quand je vois le niveau de sérieux avec lequel ça s'est fait pendant le confinement, franchement, j'y vois un avenir parallèlement à la vraie course, quoi. Carrément. Tu avais suivi les 24 heures e-sport ou pas? J'en ai fait, moi j'ai fait 24 heures de Spa. 24 heures de Spa, j'ai fait les 12 heures de Bathurst, j'ai fait les 12 heures de Sebring en e-sport. Donc, ouais, j'ai fait. C'est intéressant. Hein. Et 24 heures du Nürburgring, auquel on a fini 3e d'ailleurs. Ouais. Et tu gagnes également l'e-sport IMSA ouais. Pendant le confinement. Donc,
Ouais. Pendant le confinement, IMSA, ils ont fait un super championnat. On était 50 pilotes à participer dans la même catégorie. Donc, ils ont réuni finalement tous les pilotes du IMSA dans une catégorie qui était le GTE. Et donc, ouais, j'ai gagné le championnat. C'était bien, ça m'a permis d'apprendre les circuits en même temps, parce que moi, tous les circuits aux États-Unis, je ne les connais pas. Hein. Je connaissais juste Sebring et Daytona. Puis les autres, il fallait que je les apprenne. Et donc, grâce au championnat e-sport de IMSA que j'ai gagné, j'ai pu apprendre les circuits en même temps. Ouais, c'était intense comme championnat. Franchement, je me rappelle quand j'ai gagné, j'ai ressenti la pression redescendre autant que quand j'avais gagné le championnat de DTM, quasiment, parce qu'il y avait un enjeu quand même tel que, enfin, je sais pas, tous les soirs, on passait 3 à 4 heures à s'entraîner par semaine. On changeait les réglages, on faisait des essais de qualif, des long runs. Ça n'arrêtait plus, quoi. On s'entraînait, tous les pilotes ensemble, les pilotes BM, quoi. Et il y avait un niveau, le niveau était énorme parce que finalement tout le monde pouvait s'entraîner autant qu'on veut, quoi. Donc le niveau était gros et c'était à chaque course, c'était avant le départ, il y avait un stress énorme, je m'en rappelle, le même stress que sur une vraie grille de départ, c'était fou. Et tu peux nous montrer ton setup, Bruno? Ouais, bien sûr. Que les gens voient sur quoi tu t'entraînes. Voilà le simulateur de Bruno Spengler. Pédale. Donc tu peux régler aussi la puissance de frein et tout ce qui va avec. Ouais, bien sûr. Et Madame Spengler ne devait pas être contente de te voir toujours jouer en bas. Alors au début, elle n'était pas contente et après elle s'y est fait en fait. Elle n'avait pas le choix. Après, elle venait même s'asseoir à côté avec notre chien. On a un petit chien, on a un petit bulldog français. Et pendant les courses importantes, là, je me rappelle à la finale du championnat, elle était venue s'asseoir à côté, là, dans le fauteuil à côté avec le chien. Elle stressait en même temps. Ah, donc elle aussi s'est pris au jeu. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, Bruno, pour une marque comme BMW et tous les partenaires, je pense en particulier à Motul, mais est-ce que l'e-sport a également eu de l'importance auprès de BMW au point de communiquer, au point de t'appeler pour te féliciter Ouais, comment... j'ai eu des messages des gens de chez BMW pour me féliciter, pour me dire qu'ils regardaient, même à des heures tardives, hein, parce que finalement, c'était aux horaires américains, donc c'était à 18h pour les États-Unis, donc c'était toujours à minuit les départs ici. Donc en gros, le temps de faire la qualif, le temps de faire la course qui durait 1h30, le débrief d'après-course, etc., parce qu'on faisait des débriefs, hein, on faisait des briefings, tout ça, c'était sérieux. On finissait, moi je me couchais, il était 3h du mat', quoi. Donc les gens de chez BMW, ils regardaient même les heures tardives. Franchement, c'est quelque chose qu'ils ont fait sérieusement, quoi. Ils ont pris sérieusement. Et donc, du coup, tu serais preneur pour faire la deuxième édition des 24 heures du Mans en e-sport, en virtuel? Alors, le seul chose que je trouve un petit peu dommage des 24 heures du Mans en e-sport qu'ils ont fait cette année, c'est qu'ils l'ont fait sur la plateforme Air Factor 2. Et pour moi, c'est pas une plateforme que je trouve par rapport à iRacing. La plateforme d'iRacing, pour moi, est vraiment supérieure à Air Factor 2. Donc, j'espère de tout mon cœur qu'ils penseront à le refaire. S'ils le refont, j'espère de tout mon cœur qu'ils le feront sur iRacing parce que la plateforme iRacing est, en point de vue réalisme, excellente. D'accord. Bon, Bruno, on va pas tarder à conclure. Quels sont demain, tu as l'avion, on va pas non plus abuser. Quels sont tes projets pour 2021? Pour l'instant, BMW, mais après, je sais pas encore trop où vous allez me voir, dans quelle catégorie. Normalement, je vais repartir sur ce que je suis en train de faire, mais c'est encore un petit peu tôt. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout est un peu incertain avec le Covid et tout ça, donc c'est encore trop tôt. Je peux pas vous dire exactement où je serai en 2021, mais je serai pas loin. On te verra dans une MP1 ou pas? Je sais pas non plus. Je sais pas. Tu sais pas non plus. Je peux pas vous dire. Fabrice, à toi. Du coup, Bruno, quand est-ce que tu montes un team ou quand est-ce que tu vas Ça coûte trop cher. Déjà pensé à l'après Ça coûte trop cher monter un team, Fabrice. Non, je sais pas. L'après, on verra. Pour l'instant, je suis concentré sur ce que je fais. Et ce qu'on fait aussi avec mon père, là, dans le sud-ouest, on a un petit domaine, on vend du vin auquel tu as déjà goûté, je pense.
Et, Pas encore. Tu m'avais convié, mais je n'étais pas disponible ce week-end-là. bon, bah, voilà. Mais bon, moi, aujourd'hui, je suis tellement occupé par ce que je fais que finalement, je m'en occupe pas tant que ça. C'est surtout mon père, lui, il est à fond là-dedans. Il bosse très dur là-dedans, très souvent, enfin tout le temps. Ma mère aussi. Mais voilà, le vin, c'est une petite passion qui s'est développée. Un jour, pourquoi pas me lancer un petit peu plus concrètement là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai encore pas mal de bonnes années de course devant moi. Je suis en forme physiquement, mentalement, tout va bien. Donc voilà. Il y a un petit rôle à la Vincent Tamanondier, ça te plairait pas? Je sais pas si je suis fait pour ça, j'en sais rien, je sais pas. Et prendre un petit jeune sous ta coupe et hop, l'amener haut? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais j'ai déjà travaillé un peu avec des jeunes. Mais après, aujourd'hui, mon emploi du temps est trop chargé, je n'ai pas le temps. Mais plus tard, pourquoi pas? Je dis pas non, je suis ouvert à tout, mais ouais, c'est encore un peu tôt pour prendre ces décisions-là de toute façon. Super. Et si on te pose la question, quel est ton circuit préféré, tu nous réponds quoi? Plusieurs, elle est longue la réponse. Ah, un seul, le seul. Ah non, j'en ai pas un, je peux pas. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Deux, parce que c'est vous, j'en mets que 2. Allez. C'est Spa et Norris Ring. Et celui que tu n'aimes vraiment pas? Brands Hatch, je déteste Brands Hatch. C'est pas là-bas où tu avais une fois perdu un capot ou une face avant Non, c'est un circuit où ça dépasse pas. Ouais, voilà. Aucun dépassement n'est possible. Et donc, pour faire de la course, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime pas tellement finalement. D'accord. Non, c'est vraiment le seul. À part ça, tous les circuits que j'ai fait, c'est des circuits que j'aime beaucoup. La liste est longue, on va dire, des circuits que j'aime, quoi. Bon, alors, Spa et Norris Ring, alors. Norris Ring. Norris Ring. Jeff, est-ce qu'il y a des questions que tu peux nous dire à la volée que tu as Écoute, Bruno est devin, puisque la plupart du temps, il a répondu indirectement ou directement aux questions, donc c'est plutôt pas mal. J'en ai une dernière quand même, de la part de Virginie. Donc en LMP2, avec le Richard Mille Racing, Vicher, Florsch notamment, on finit les 24 heures du Mans à la 9e place en MP2. C'est quand même une belle performance pour un trio de pilotes féminines. Et puis il y avait aussi Iron Lynx sur Ferrari avec un équipage féminin aussi 100%. J'imagine que tu n'es pas contre ça, Bruno, évidemment, mais on peut tirer un coup de chapeau quand même à ces équipages féminins qu'on a suivis tout le week-end sur Wake GT Live. C'est quand même des très très belles performances. On entend ça et là que les femmes n'ont pas forcément leur place dans le sport automobile. Alors nous, on pense pas ça, évidemment. Mais je trouve que c'est une belle performance. Si tu avais une réaction à avoir là-dessus. Ouais, elles ont bien, carrément, elles ont bien roulé. Elles sont restées en dehors des problèmes et elles ont à finir la course. Une course de 24 heures, avant tout, il faut pas casser la voiture, il faut être un peu intelligent et elles ont su gérer ça. Et franchement, ouais, chapeau à elles, faire 9e en LMP2, c'est bien, quoi. Elles ont bien roulé. Ouais, beaucoup de régularité de leur part. Peu d'erreurs aussi. C'est clair. Et elles ont gardé leur aileron. Et oui, ça aide. Voilà, ça aide. Je plaisante évidemment, Bruno. Ouais. Ouais. Et Bruno, sur le Mans, t'es plus jour ou nuit? Je suis plus juste avant la nuit. Tu sais, Juste avant la nuit? qu'on appelle chez les pilotes, on appelle ça happy hour. C'est le moment où le circuit est le plus rapide. Là. Quand il commence à faire frais, il fait pas encore nuit, la visibilité est bonne, mais là, c'est déjà un peu la pénombre comme ça. Ça, j'aime bien. D'accord. Tiens, vu que tu es dans le vin, rouge ou blanc? Ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison. Ouais. En été, plutôt blanc. En hiver, plutôt rouge. D'accord. Bon, bah écoute, Fabrice, est-ce que tu as d'autres questions à poser à Bruno? On va quand même pas l'accaparer toute la soirée. Je dirais, on a fait le tour. Il nous a partagé de bonnes anecdotes, sans langue de bois, et de très très bonnes expériences. Et je pense que pour les personnes qui ont été avec nous ce soir ont vraiment découvert un pilote d'une autre manière, parce que le fait qu'il roule sous une licence canadienne, c'est un petit peu perturbant, alors qu'il a fait une bonne partie de sa carrière en France, qui vit en France également. Et puis ça a été un très très bon moment avec Bruno, d'autant plus parce que je le connais. Et tu retournes un peu au Canada, Bruno? Pardon? Tu retournes un petit peu au Canada des fois?
Bah, en ce moment, là, pas trop, mais Ouais. normalement, j'y vais une fois par an, au moins, quand j'ai le temps, quoi. Au moment de Nouvel An, tout ça, avec ma femme, parce qu'elle elle est aussi elle est canadienne. Et moi, j'ai vécu 18 ans au Canada. C'est pour ça que je roule sur la nationalité canadienne, en fait. Mais ouais, sinon, en ce moment, c'est compliqué pour les quarantaines et tout ça. Je sais pas si je vais y retourner cet hiver, là, par contre. Peut-être l'année prochaine, nouveau. Mais ouais, dès que je peux, dès que j'ai le temps, j'y vais. Hein. J'aime beaucoup le Canada. C'est vraiment sympa. Vous avez de la chance aussi d'avoir des passerelles US-Europe, parce que des fois, c'est pas évident non plus avec le Covid. Ouais, c'est sûr, mais là, grâce à la catégorie, en fait, au championnat IMSA, eux, ils nous ont procuré un papier avec un droit de passage justement pour rentrer aux États-Unis parce qu'on est des sportifs. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'y aller, tout simplement, hein, parce on est on est des sportifs et sinon, on ne pourrait pas y aller, ou alors on devrait faire une quarantaine de 15 jours. Mais là, grâce à ce papier-là, quand on passe la douane, on a un papier qu'on montre, plus le visa, etc., répondre à plusieurs questions, et là, on peut rentrer. D'accord. Eh ben Bruno, on a une coutume dans l'émission. C'est l'invité qui a le mot de la fin. Donc c'est toi qui vas conclure. Voilà. Bah, merci, c'était vraiment sympa. C'est un peu différent d'habitude, des interviews habituelles. Donc, on a passé quasiment 2 heures là, et je ne sais pas trop passer en fait. Ouais. Donc, ouais, c'était cool. Merci. Et puis, j'espère que ça a plu à tout le monde qui nous ont regardés. Et bah, à très bientôt. Peut-être en vrai un jour, ça serait cool. Oui. Ah bah, avec grand plaisir. Ouais. Et Donc merci. du coup, bah, maintenant, on va saluer les personnes qui nous ont regardés. On va leur faire un coucou aussi aux auditeurs du kart. On a un groupe de kart qui est Max Kart Live et on a un groupe de la F1 aussi, Max F1 Live. Donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre. Et puis surtout, on va te remercier Bruno pour ta gentillesse et ta disponibilité. Et on va te dire merde pour dimanche, enfin pour ce week-end d'IMSA. C'est surtout ça le plus important. Et puis, ben, quand tu veux refaire un petit coucou, n'hésite pas. C'est ici comme chez toi. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous Soirée. et bonne soirée. Merci Et Bruno. au plaisir pour un prochain live. Ciao. Fabrice, t'as un petit indice pour le prochain live? Non, pas encore. J'aurais bien voulu annoncer Tom Dillman, mais j'espère vraiment. Ah putain, mais Bruno vient de Tom couper Dillman en est même un temps, là. fantôme. Hein. Tom Dillman est un fantôme. On sait jamais, hein. Pourquoi Ah non, il a un Dillman sacré, et Tom il a un finira sacré par arriver. agenda. Ouais, oui. Nombre. Donc, qui dit homme de l'ombre dit un planning très très chargé, et c'est vrai qu'il est sur de nombreux fronts avec de nombreux constructeurs dans différentes disciplines. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. D'ailleurs, une petite pensée pour lui parce qu'il est à Sochi pour accompagner la Formule 2. Avec son pilote, il est manager d'un jeune pilote de la filière Red Bull, d'origine japonaise. Tout à fait. Marino. Bon, on aura peut-être un pilote LMS la semaine prochaine, on va voir. Pourquoi pas, effectivement. On pourrait très bien également avoir un rookie qui a participé à ses premières 24 heures au sein du Graph. Effectivement, ça pourrait être une possibilité très certaine, mais en tout cas, soyez nombreux, mercredi prochain, 20h45, Maxwell GT Live, et on sera à nouveau avec un invité de premier rang. Ok, et ben Fabrice a conclu sur une voix très sensuelle. Et bien sur ce, on vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne À bientôt. soirée. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bonne nuit. Ciao, ciao.